Bonsoir à tous et bienvenue à ce 7e épisode de l'émission hebdomadaire de 7 jours sur Terre. C'est un immense plaisir d'être avec vous ce soir. Sans plus tarder, voici les deux grands dossiers qu'on a préparés pour vous cette semaine à 7 jours sur Terre. D'abord, on se parle d'une bataille politique spectaculaire impliquant Facebook, Google et le gouvernement australien qui tentent de forcer les géants de la technologie à payer pour le contenu d'information. C'est un bras de fer qui captive l'attention du monde entier, puisqu'il pourrait très bien marquer un précédent historique dans la lutte pour la réglementation des GAFAM. Qu'est-ce qui se passe en Australie? Il sera question du Canada et des leçons à tirer dans cette histoire. On poursuit ensuite avec un dossier géopolitique aussi fascinant que terrifiant, la nouvelle course à l'armement nucléaire. Alors que les États-Unis et la Russie renouvellent le traité New START, la Chine refuse de rejoindre l'entente et préfère investir massivement dans ses propres capacités nucléaires. Il sera notamment question du développement des armes hypersoniques qui bousculent l'équilibre entre les grandes puissances. Tout ça et beaucoup plus, ce soir à 7 jours sur Terre. Alors bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 7e épisode de 7 jours sur Terre présente. Allons-y immédiatement avec les deux grands dossiers qu'on a préparés pour vous ce soir. D'abord, on a assisté dans les dernières semaines à toute une bataille politique entre le gouvernement australien et les géants de la technologie comme Facebook et Google. En fait, Facebook a même été jusqu'à complètement interdire aux médias australiens d'utiliser sa plateforme. Et il a fait pareil pour beaucoup d'organisations gouvernementales et paragouvernementales. Au moment d'enregistrer l'émission, il est toujours impossible de partager un article venant d'un site d'information australien sur Facebook. En fait, on va plutôt vous afficher ce message, affirmant qu'à l'échelle mondiale, le partage de nouvelles en provenance de l'Australie est limité. Si vous allez sur la page d'un média australien, toutes les publications ont été supprimées. C'est un mur vide. Tout ça, c'est un peu la culmination d'un affrontement qui dure depuis plusieurs années, la première manifestation claire d'un combat qui oppose les géants de la technologie aux pays qui veulent les réglementer. De quoi il est question dans le cas de l'Australie, plus précisément, c'est de la rémunération des grands médias pour les nouvelles que Google et Facebook relaient sur leur plateforme. Pour illustrer le problème, imaginons qu'on lance un média écrit et qu'on se met à publier des articles sur les sujets qu'on couvre ici. Éventuellement, ces articles-là vont se retrouver sur Google et Facebook, inévitablement. Et chaque fois que vous cherchez 7 jours sur Terre, vous allez voir nos articles, mais aussi la publicité. Parce que puisque Google contrôle les publicités, il peut utiliser nos articles pour vendre l'espace publicitaire autour, au plus offrant. En utilisant son réseau de données, mais aussi les informations qu'il y a sur votre utilisation, il va aller chercher le client parfait pour acheter la publicité et offrir le meilleur rendement possible. Évidemment, vous comprendrez que c'est un niveau de ciblage qui est presque impossible à atteindre pour un site indépendant comme notre journal fictif, mais aussi pour des grands médias qui n'ont pas autant d'informations sur vous que Google ou Facebook. Le résultat, c'est que Facebook et Google sont devenus des géants de la publicité et qu'aujourd'hui, c'est eux qui reçoivent l'écrasante majorité de tous les revenus publicitaires sur Internet. En Australie, pour chaque 100 $ de revenus publicitaires sur Internet, il y a 53 $ qui vont à Google et 28 $ qui vont à Facebook. Ça fait au-dessus de 80% juste pour deux joueurs qui deviennent de plus en plus des incontournables. Et c'est un peu normal. Mettez-vous dans les souliers d'un entrepreneur. Seriez-vous mieux de payer un journal X pour passer votre annonce à tous ses lecteurs, indépendamment de leur intérêt, ou est-ce que vous n'êtes pas mieux d'aller chercher uniquement des clients potentiels et de cibler votre publicité
pour aller chercher le maximum de chaque dollar. Vu comme ça, la quantité de données que possèdent les géants comme Facebook et Google rendent presque impossible la moindre forme de compétition sérieuse. L'argument des médias, c'est que le modèle d'affaires de ces géants-là ne serait jamais possible si ce n'était pas du contenu que les gens consomment sur la plateforme. Autrement dit, s'il n'y a plus de nouvelles à chercher sur Google, il n'y a plus de revenus pour Google. Même chose pour Facebook. Prenez pour acquis que sur votre fil de nouvelles, vous avez environ une publicité à chaque 4 ou 5 publications environ. Ensuite, faites l'exercice de compter combien de publications sont des liens de nouvelles ou des pages connectées aux nouvelles. Prenez pour acquis que sur votre fil de nouvelles, vous avez environ une publicité à chaque 4 ou 5 publications environ. Ensuite, faites l'exercice de compter combien de publications sont des liens de nouvelles ou des pages connectées aux nouvelles. Imaginez si on retirait toutes ces publications-là du jour au lendemain. Évidemment, c'est aussi un énorme espace publicitaire qui vient de disparaître. Et pendant que Google et Facebook encaissent les revenus publicitaires du contenu créé par les médias, mais les médias en question, eux, ont de plus en plus de misère à faire joindre les deux bouts. Depuis l'émergence des grands géants de la technologie, les revenus publicitaires des journaux écrits se sont effondrés. Et c'est pas parce que les gens les lisent pas. En fait, c'est paradoxal, mais la plupart d'entre eux n'ont jamais été aussi lus de leur histoire à cause de leur exposition numérique, du fait que les gens relaient leurs articles sur Facebook et qu'ils les trouvent sur Google. Donc depuis plusieurs années, on observe un peu partout dans le monde une tendance de plus en plus inquiétante, où les grands médias voient leurs revenus s'effondrer et que c'est la qualité de leur couverture qui est remise en question. On engage de moins en moins de journalistes, de plus en plus de pigistes. Les conditions empirent, la paye diminue, parce que les médias n'ont plus d'argent. Ce problème-là n'existe pas seulement au Canada, c'est de plus en plus une réalité partout dans le monde. Et l'Australie ne fait pas exception. Et pour bien comprendre ce qui se passe en ce moment, avec les géants de la tech et le gouvernement australien, il faut remonter à juillet 2019. À ce moment-là, l'Agence de protection du consommateur et de lutte contre les monopoles du pays, l'ACCC, publie le rapport final d'une étude sur la prédominance de Facebook et de Google dans le marché des revenus publicitaires en ligne. Le rapport de la Digital Platforms Inquiry recommande, parmi autres choses, que Google et Facebook soient forcés à payer les médias pour l'utilisation de leur contenu. Pour Rod Sims, qui est à la tête de l'ACCC, la seule manière que ça arrive et que les géants acceptent de partager leurs revenus, c'est que le gouvernement les y oblige. Il faut comprendre que sans le gouvernement, c'est un combat qui est extrêmement difficile à mener pour les médias. Juste Google vaut presque autant que le PIB de l'Australie au complet. Et c'est pour ça qu'une autre des recommandations du rapport, c'est que toute entente dont les clauses sont jugées injustes soit considérée comme illégale par le gouvernement. Tout ça va être vu comme une sorte de mini-révolution dans la lutte contre les géants de la technologie. Et immédiatement, beaucoup de pays dans le monde vont se mettre à s'intéresser à ce qui se passe en Australie. Parce que si le gouvernement peut vraiment forcer Google et Facebook à payer les médias, ce serait une première. Et ce serait certainement une grosse inspiration pour des dizaines d'autres pays qui ont exactement le même problème et qui se demandent comment le régler. Et ça, Google et Facebook le savent très bien. C'est faux qu'ils donnent un seul pouce à l'Australie et qu'ils fassent la moindre concession. Le reste du monde va en faire un exemple, un précédent pour justifier leur propre règlement. Et c'est pour ça que dès le début, les deux géants vont faire tout ce qu'ils peuvent pour combattre l'idée même du partage de revenus. Pendant la campagne de l'ACCC pour convaincre le gouvernement en août 2020, Google se met à viser les Australiens avec des pop-up qui relaient une lettre publique de la compagnie, comme quoi toute nouvelle loi pour forcer le partage des revenus pourrait mettre à risque l'accès des Australiens à Google Search et à YouTube. C'est un premier coup de semonce. On tente d'effrayer le gouvernement, de lui faire comprendre que Google est prêt à couper le service entièrement s'il fallait que l'Australie ose les défier. Google et Facebook s'opposent à la campagne du gouvernement en disant qu'il faut aussi prendre en considération les bénéfices que les médias retirent gratuitement du moteur de recherche et des partages sur les réseaux sociaux.
Mais aussi, Google dit que c'est un terrain glissant, que s'il fallait payer les médias, ce serait un précédent douteux et qu'il faudrait payer toutes les entreprises qui apparaissent sur Google Search. Mais le gouvernement n'achète pas les explications du tout. La campagne de l'ACCC prend de la vitesse et à l'automne 2020, ça semble de plus en plus clair qu'il va y avoir un projet de loi de déposer en Australie qui va reprendre le gros des recommandations du rapport de l'ACCC. La pression monte sur Google. La seule manière d'éviter la réglementation du gouvernement, c'est de le faire reculer en lui lançant un os. Donc le 1er octobre, c'est exactement ce que Google va essayer de faire en lançant Google News Initiative. La compagnie annonce qu'elle va dépenser 1 milliard de dollars à l'échelle mondiale pour signer des ententes avec des médias d'information. Tout ça va être intégré dans un nouveau service du nom de Google News Showcase, qui est construit entièrement pour relayer les articles des partenaires. Pour plusieurs, c'est juste une stratégie de la compagnie. Et sans un projet de loi sérieux, les géants de la tech vont continuer à faire le strict minimum. Donc le 9 décembre 2020, un projet de loi va finalement être déposé à la Chambre des représentants de l'Australie. Le but de la loi, c'est de protéger les plus petits médias pour empêcher que Google et Facebook profitent de leur travail sans les payer. Pour ça, le gouvernement veut encourager les grosses plateformes à négocier des ententes raisonnables avec les médias, en faisant peser sur elles la menace d'un arbitrage, si jamais il est impossible de s'entendre sur le montant. Autrement dit, si Google et Facebook ne réussissent pas à s'entendre de bonne foi avec les médias, alors c'est le gouvernement qui va déterminer une entente pour eux. L'idée, c'est d'équilibrer les négociations entre Facebook et Google, qui sont incroyablement puissants, et les services d'information qui, sans arbitrage, négocieraient en position de faiblesse. C'est énorme, c'est audacieux. Et le projet de loi va même encore plus loin en ajoutant que Facebook et Google doivent aviser d'avance les partenaires de tout changement majeur dans l'algorithme. Ça, c'est plus qu'énorme. C'est presque impensable pour l'industrie qui, depuis des années, protège son algorithme comme un vrai secret industriel, presque un secret d'État. Ce que demande le gouvernement australien, c'est de lever le voile sur la manière dont les publications sont positionnées sur Google et sur le fil de nouvelles, ce qui serait une première et une sorte de révolution dans le monde numérique. Rapidement, tout ça fait les manchettes partout dans le monde. Si l'Australie réussit à forcer les géants à payer, il y a toute une panoplie de pays qui attendent pour passer leur propre loi antitrust. Donc le 21 janvier, Google annonce que Google News Showcase va payer les médias d'information français pour l'utilisation de leur contenu. C'est une entente qui arrive après plusieurs mois de négociations et qui vient un peu servir la cause de Google, qui peut plaider qu'elle est de bonne foi et qu'elle veut vraiment signer des ententes. Mais la réalité, c'est que c'est l'autorité de la concurrence en France qui a statué que Google devait compenser les médias. Autrement dit, la compagnie n'a pas signé de bonne foi. Elle a été forcée. Le lendemain, le 22 janvier, Google menace de retirer l'accès à Google Search en Australie s'il fallait que le projet de loi soit adopté. Chez les Australiens, la réaction est épidermique. Les gens sont choqués de voir que Google ose faire ce genre de chantage. Les députés accusent la compagnie d'intimidation et certains vont encore plus loin. L'entente avec la France prouve seulement que Google doit être forcé par le gouvernement et que le projet de loi est nécessaire. La pression monte sur Google, qui lance officiellement son nouveau service News Showcase quelques jours plus tard sur le marché australien. La compagnie met le paquet pour convaincre le gouvernement de ne pas intervenir et de rester en dehors de tout ça. Au moment de sa sortie, Google News Showcase est sévèrement critiqué par les médias australiens, surtout par les médias de News Corp, le groupe de la puissante famille Murdoch. News Corp affirme que les montants qui sont offerts par Google sont insuffisants et qu'il n'y a souvent aucune négociation possible. Les offres sont à prendre ou à laisser. Ensuite, il devient clair que les montants qui sont payés par Google dans News Showcase
sont environ le quart de ce qui serait si la compagnie allait en arbitrage. Autrement dit, Google signe des ententes à bas prix pour éloigner les régulateurs. Le 28 janvier, la CCC publie un rapport qui recommande carrément le démantèlement de Google pour briser son monopole. Donc la semaine dernière, le 13 et le 14 février, Mark Zuckerberg et Sundar Pichai, le PDG de Google, rencontrent des ministres australiens pour une ultime tentative de convaincre le gouvernement de reculer. L'Australie va effectivement faire quelques concessions sur le plan technique, mais l'essentiel reste en place. Les géants du web vont devoir payer les médias australiens pour leur contenu. Point final. Le lendemain, le 15, Google signe une entente avec Seven West Media, le plus gros conglomérat médiatique dans le marché australien. Étape par étape, Google essaie de couper l'herbe en dessous du pied du gouvernement avec News Showcase. C'est une course contre la montre pour inclure le plus de médias possible avant l'entrée en vigueur du projet de loi. Le 17 février, le même jour que le projet de loi est approuvé par la Chambre des représentants, Google signe finalement une entente avec News Corp, le géant de la famille Murdoch et un des plus gros critiques de son projet News Showcase. L'entente avec News Corp est majeure et inclut aussi des gros noms de l'information comme le Wall Street Journal, le Times, le Sun, Sky News et le New York Post. En Australie, c'est un spectaculaire revirement de situation. Après avoir été à la tête de la fronde anti-Google et anti-Facebook, News Corp dit aujourd'hui que l'entente avec News Showcase est généreuse et que les montants des paiements sont significatifs. Pour Facebook, la catastrophe devient de plus en plus imminente. Pendant que Google essaie autant que possible de contrôler les dégâts et de se préparer au pire avec News Showcase, Facebook, de son côté, se creuse une tranchée et choisit plutôt d'y aller d'une spectaculaire salve d'artillerie lourde. Un geste qui repousse les limites de l'audace et de l'arrogance. Le 17 février, en réaction au projet de loi qui est maintenant sur le point d'être adopté, Facebook bloque l'accès à sa plateforme à tous les médias d'information australiens. Encore plus, Facebook empêche carrément au contenu des médias australiens d'être disponible partout dans le monde, en bloquant littéralement le partage de leurs articles et en supprimant chacune de leurs publications. L'argument de Facebook, c'est que sa plateforme est fondamentalement différente que celle de Google, que les médias qui publient leur contenu sur Facebook choisissent eux-mêmes de le faire, parce que ça leur permet de rejoindre leur audience et d'avoir des références gratuites à travers le partage de leurs articles. En gros, Facebook dit qu'elle n'a pas à être pénalisée pour du contenu qu'elle n'a pas demandé. Si c'est pour être comme ça, aussi bien exclure les médias entièrement pour se débarrasser du problème. Pour plusieurs, c'est un geste aussi inacceptable que désespéré. Clairement, Facebook essaie de faire peur aux autres pays qui regardent, pour leur montrer que l'Australie paie les conséquences de son projet de loi. Facebook est loin de s'en cacher, en fait. C'est une guerre, et selon ses propres déclarations, elle a l'intention de continuer son offensive sans ménagement. À l'international, la nouvelle tombe comme une tonne de briques. Soudainement, beaucoup de pays prennent la mesure de toute l'arrogance de Facebook, qui se pense littéralement au-dessus des lois. Pour plusieurs, Facebook vient elle-même de faire la démonstration qu'elle a absolument besoin d'être réglementée, parce qu'elle est devenue hors de contrôle. En fait, même aux États-Unis, Facebook a de moins en moins d'amis pour la défendre. Après le coup d'éclat contre le gouvernement australien, le président du comité antitrust, la Chambre des représentants des États-Unis, dit publiquement sur Twitter que si ce n'est pas déjà clair, Facebook n'est pas compatible avec la démocratie. Menacer de mettre à genoux un pays entier pour qu'il accepte les conditions de Facebook est l'ultime admission de pouvoir monopolistique. Mais Facebook en a rien à faire et va encore plus loin.
Pas plus tard que le lendemain, le 18 février, la compagnie bloque les profils d'agences gouvernementales, d'organisations à but non lucratif, d'entreprises et même pendant un moment, les profils personnels de certains responsables du gouvernement. Le Bureau de la météorologie, le département des services d'urgence, le département de la santé de plusieurs États, le Conseil des personnes sans abri et même un projet sur le cancer chez les enfants se font retirer l'accès à leur profil. C'est du jamais vu. Facebook dit ensuite que c'est une erreur, que ce sont des victimes collatérales, que la compagnie n'a pas fait exprès. Mais pour certains, c'est plutôt un message, une manière de faire comprendre que sans Facebook, il y a beaucoup d'organisations et de personnalités publiques qui sont dans le trouble. Une chose est sûre, le message passe très, très mal, puisque partout dans le monde, les pays qui regardent la situation comprennent que Facebook est en train de bluffer et que c'est même pas un bon bluff. Si d'autres pays font pareil, qu'est-ce que peut vraiment faire Facebook? Ils vont bloquer tous les pays? Pendant combien de temps? Clairement, ce n'est pas une stratégie qui peut être répliquée trop souvent. Au Canada, les députés du Parlement fédéral dénoncent les gestes de Facebook et réitèrent le besoin de réglementation. Et ça tombe bien, parce que Steven Guilbeault, le ministre canadien du patrimoine, est justement en train de se préparer à introduire dans les prochains mois une série de projets de loi pour réglementer les géants de la technologie et forcer une redistribution des revenus. Là-dessus, Ottawa envisage de prendre le même modèle d'arbitrage qu'en Australie pour négocier des ententes avec les médias. Steven Guilbeault veut aussi créer un nouveau poste de régulateur qui aurait pour mandat de surveiller les géants de la technologie. Ce régulateur-là aurait le pouvoir de donner des amendes, mais aussi de contraindre les compagnies à retirer du contenu s'il est considéré comme illégal. Ça ressemble beaucoup au rôle de e-Safety Commissioner qui existe déjà en Australie. Mais s'il y a une chose que le Canada et que les autres pays sont en train de comprendre, c'est que la meilleure manière de s'attaquer au problème, c'est à travers le multilatéralisme. Comme on l'a dit plus tôt, c'est pas comme si Facebook pouvait boycotter tous les pays en même temps. Donc plus les gouvernements du monde agissent en bloc, meilleures sont leurs chances de réussir. Et c'est pour ça qu'on a vu Steven Guilbeault adopter exactement cette stratégie en allant visiter des représentants de la France, de l'Allemagne, de la Finlande et de l'Australie, avec l'objectif de créer une coalition de pays pour affronter Google et Facebook. Pour l'instant, la coalition manque encore quelques gros joueurs importants pour vraiment avoir le poids et l'influence nécessaires. Et d'une manière, le temps joue contre le Canada, puisque Google multiplie les ententes avec News Showcase et que chaque nouvelle entente affaiblit la position et les arguments des régulateurs. Pour l'instant, Google News Showcase n'est pas encore disponible au Canada, mais il y a déjà des ententes de signer avec certains médias d'information canadiens. Et on peut présumer qu'il y en a d'autres qui vont venir très bientôt, au fur et à mesure que la pression monte sur les géants de la technologie. Pour ce qui est de Facebook, tout indique que les pays comme le Canada, qui envisagent sérieusement de légiférer, sont mieux de se préparer à affronter la tempête, puisque Facebook s'accroche et promet de livrer combat jusqu'à la toute fin. Avec une population relativement peu nombreuse, à quelques 35 millions de personnes, le Canada est loin d'être une trop grosse cible pour Facebook. Et en fait, pourrait très bien vivre un dénouement semblable à celui qu'a connu l'Australie. Ce qui se prépare, c'est tout un choc politique pour le contrôle des revenus publicitaires et pour la réglementation de véritables mastodontes, des géants de la technologie qui de plus en plus sont des entités presque supranationales, au-dessus de toutes les lois et de toutes les obligations. Après des années de domination presque incontestée, Facebook et Google font aujourd'hui face à un des plus gros défis de leur existence et il se pourrait très bien que ce soit l'ultime bataille, celle qui brise le momentum de manière irréversible et qui permet finalement l'émergence de compétiteurs sérieux. On s'apprête à assister à un bras de fer spectaculaire et même potentiellement historique qui pourrait carrément déterminer l'avenir des médias d'information et plus largement, l'avenir de l'Internet.
Donc gardons un œil sur ce dossier dans les prochains mois, puisque ce qui se passe en Australie, c'est en fait un avertissement pour le monde entier. Alors pour poursuivre l'émission, on se parle ce soir d'une question que plusieurs croyaient largement réglée, mais qui revient de plus en plus dans les manchettes dans les dernières années, le contrôle de l'armement nucléaire. Parce que même si la fin de la guerre froide a fait baisser la probabilité d'un échange nucléaire, les grandes puissances du monde n'ont pas pour autant fait une croix sur le principe de la dissuasion nucléaire. Et encore aujourd'hui, on observe un délicat jeu d'équilibre entre les puissances dont la manifestation la plus récente est le renouvellement du traité New START entre les États-Unis et la Russie. La logique de la dissuasion nucléaire est très simple dans le fond. L'idée, c'est de pouvoir garantir une réponse dans l'éventualité d'une attaque nucléaire. Autrement dit, un pays qui oserait lancer une attaque nucléaire contre un autre serait lui-même exposé immédiatement à une réponse d'une puissance proportionnelle. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ce qu'on appelle la destruction mutuelle assurée. Ça peut avoir l'air complètement absurde, parce que d'une manière, ça l'est. Mais paradoxalement, c'est justement cette menace de destruction mutuelle qui a empêché les grandes puissances nucléaires de déclencher la Troisième Guerre mondiale, surtout pendant la guerre froide. Tout le monde savait très bien que l'usage d'une seule bombe aurait un effet domino qui pourrait potentiellement mettre fin à l'espèce humaine. C'était une perspective suffisamment effrayante pour que plusieurs en viennent à craindre la course à l'armement que se livraient les États-Unis et l'Union soviétique, mais aussi beaucoup d'autres pays du monde. En fait, même Ronald Reagan, le président américain, était terrifié à l'idée d'une guerre nucléaire avec l'URSS. En 1983, la chaîne américaine ABC a diffusé sur heure de grande écoute un film intitulé « Le jour d'après », qui mettait en scène une guerre nucléaire complètement dévastatrice, qui mettait essentiellement fin à la vie telle qu'on la connaissait. Après avoir regardé le film, Ronald Reagan a été profondément déprimé et s'est mis à remettre en doute sa propre campagne de prolifération nucléaire et de course à l'armement. Dans les mémoires de Reagan, l'auteur affirme que le président est resté déprimé pendant des jours. Et plusieurs spéculent que c'est un des événements qui a mené Ronald Reagan à solliciter la signature du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Un traité entre l'URSS et les États-Unis qui va éliminer 2500 ogives nucléaires et marquer un grand pas dans la collaboration entre les deux puissances. Aujourd'hui, les accords de l'époque de la guerre froide sont appelés à être revisités, puisque les armes nucléaires elles-mêmes ont dramatiquement changé dans les 40 dernières années. Les armes sont de moins en moins des missiles à longue portée, donc des armes stratégiques, et de plus en plus des armes portatives, plus mobiles, avec des ogives moins puissantes, qu'on appelle des armes tactiques. Et le problème, c'est que les traités de la guerre froide sont mal adaptés à la nouvelle génération d'armes nucléaires. Pensons-y un peu. Si quelqu'un a un missile nucléaire, donc une arme stratégique, c'est relativement facile de le savoir et d'en suivre les mouvements. C'est gigantesque, ça demande du personnel et c'est installé sur des sites sécurisés qu'on peut surveiller et quantifier à partir d'images satellitaires ou d'ententes bilatérales. En d'autres mots, c'est très dur à cacher. C'est un peu pour ça qu'on peut suivre de près les développements dans les programmes nucléaires de la Corée du Nord ou de l'Iran, par exemple, parce que ce sont des armes stratégiques. Mais lorsqu'il est question d'une arme nucléaire tactique, donc d'une torpille dans un sous-marin, par exemple, ou encore d'un missile qu'on équipe sous l'aile d'un avion, alors soudainement, ça devient beaucoup plus difficile à surveiller. Pour un pays, il est possible de développer, de tester et de déployer ce genre d'ogives nucléaires presque directement sous le nez des adversaires. Souvenez-vous de la crise des missiles à Cuba et d'à quel point le monde a frôlé la Troisième Guerre mondiale. Tout ça a commencé avec un vol de reconnaissance d'un avion espion américain qui a pris des photos des missiles nucléaires et des sites de lancement installés sur l'île de Cuba. Aujourd'hui, il serait extrêmement difficile
de prouver hors de tout doute que des armes nucléaires nous sont pointées dessus, même si elles étaient directement installées à Cuba ou n'importe où ailleurs. Donc tout ça, vous le comprendrez, vient créer un nouveau besoin de transparence pour réglementer la nouvelle course aux armements et s'assurer qu'un malentendu ne nous mène pas encore à une crise des missiles qui, cette fois, pourrait dégénérer. Et ça tombe presque bien parce que si dans les dernières années, la tension a considérablement monté entre les grandes puissances nucléaires, que ce soit entre les États-Unis et la Russie, les États-Unis et la Chine, ou encore l'Inde et le Pakistan, eh bien, il semble y avoir un réel intérêt pour renouveler et moderniser les grands traités nucléaires. Un bon exemple pour illustrer la dynamique actuelle, c'est le traité New START, qui récemment a été renouvelé entre la Russie et les États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que New START, c'est une entente qui réduit de moitié, qui limite le nombre de missiles intercontinentaux, donc lancés depuis la Terre, le nombre de missiles balistiques équipés sur des sous-marins et finalement le nombre de bombardiers stratégiques. C'est une manière de garantir que les deux pays ont sensiblement le même armement, ce qui empêche que l'un se sente menacé par la supériorité de l'autre. Pour s'assurer que les termes sont respectés, le traité inclut aussi toute une série de mesures de vérification, de partage d'informations entre les deux pays, qui va même jusqu'aux inspections directement sur les sites de l'autre. C'est un traité archi important, ne serait-ce que pour le principe, la notion de transparence qui réaffirme, pour éviter les escalades inutiles, vaut mieux partager autant d'informations que possible et faire preuve de bonne foi. Mais le problème avec ce traité-là, aussi important soit-il, c'est qu'il ne s'applique pas aux armes tactiques et que dans l'environnement de sécurité qu'on connaît aujourd'hui, c'est une vulnérabilité considérable dont les deux joueurs tirent avantage. Pour la Russie, les armes tactiques sont une manière d'équilibrer le rapport de force dans un conflit avec l'OTAN en Europe, puisque l'armement américain est généralement considéré comme étant supérieur et que la Russie devrait affronter plusieurs armées en même temps. Pour les États-Unis, les armes tactiques déployées par la Russie sont un énorme levier politique qui permet de justifier l'importante présence militaire américaine dans la région. Sans menace russe crédible, les États-Unis verraient leur rôle sérieusement remis en question par plusieurs pays alliés, à un moment où l'OTAN est particulièrement fragile. Disons que les armes nucléaires russes pointées sur l'Europe rendent un service aux Américains, qui sont appelés à déployer leur parapluie de sécurité et conséquemment leur influence de l'autre côté de l'Atlantique. Donc depuis que le traité New START a été signé entre les États-Unis et la Russie en 2010, tout le monde savait qu'il y avait des vulnérabilités, mais les deux puissances étaient prêtes à les accepter, puisque chacune à leur manière, ça faisait avancer leurs intérêts géopolitiques en Europe. La logique, c'était qu'il valait mieux avoir une entente trouée que pas d'entente du tout. Mais certains n'étaient pas d'accord avec cette logique-là. Donald Trump, notamment, qui a toujours maintenu que le traité New START était un désastre qui avantageait la Russie, puisqu'en excluant les armes tactiques, ça permettait effectivement à la Russie d'avoir plus d'armes nucléaires que les États-Unis, du moins de déployer sur le terrain. En février 2017, quelques semaines après être arrivé à la Maison-Blanche, dès son premier appel avec Vladimir Poutine, Donald Trump dit à Poutine que le traité est un des mauvais coups de l'administration Obama et qu'à moins de changements majeurs, il n'a pas l'intention de le renouveler quand il va venir à échéance en 2021. Ce que Trump veut faire, c'est inclure les armes tactiques dans le traité, mais aussi et surtout forcer la Chine à signer l'entente, elle aussi. Trump affirme que le moment est venu de traiter la Chine comme une puissance nucléaire comparable à la Russie et qu'un accord sans elle est un mauvais accord qui avantage directement Pékin et le Parti communiste chinois. En juillet 2019 donc, des délégations américaines et russes vont se rencontrer à Genève, en Suisse, pour négocier un nouveau traité nucléaire et discuter de l'inclusion de la Chine. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Poutine, évidemment, est très content de son entente avec les États-Unis.
Et il n'est pas aussi inquiet de la Chine avec qui il entretient des meilleures relations que les Américains. Donc les négociations piétinent. Trump refuse de faire la moindre concession. Et encore plus que ça, quelques semaines plus tard, les États-Unis annoncent qu'ils se retirent du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, le traité signé par Ronald Reagan. À ce moment-là, Trump reproche à la Russie de violer le traité INF. Il dit que les États-Unis sont le seul à respecter, donc aussi bien s'en retirer. Mais à ça, il faut ajouter un peu de nuance. Parce que c'est absolument vrai que la Russie s'est mise à développer des armes théoriquement interdites par le traité INF, des missiles hypersoniques qui sont capables de percer les boucliers antimissiles américains. Mais il faut aussi donner l'autre côté de la médaille, la position de la Russie. Depuis environ 20 ans, les États-Unis n'arrêtent pas de renforcer leurs boucliers antimissiles au-dessus de l'Europe. Ça, c'est énorme. Parce que ça menace la notion de destruction mutuelle assurée. Si les États-Unis peuvent bloquer les missiles russes, mais que la Russie ne peut pas bloquer les missiles américains, alors on revient à la case départ. Donc pour la Russie, les nouveaux missiles hypersoniques, c'est seulement une réponse aux Américains, une manière de rétablir l'équilibre de la force et s'assurer que le pays peut encore répliquer à une attaque nucléaire, malgré les boucliers antimissiles américains. Aux États-Unis, le Congrès et le complexe militaro-industriel voient ça autrement. Pour eux, la Russie aurait développé des missiles hypersoniques un jour ou l'autre. Et pendant que les États-Unis ont mis sur pause le développement de nouvelles armes nucléaires stratégiques, autant la Russie que la Chine ont fait des progrès considérables qui remettent en question l'hégémonie américaine dans le monde militaire. En décembre 2019, Poutine déclare qu'il est prêt à renouveler immédiatement le traité New START, à condition qu'il reste exactement le même. Donc on le garde tel quel. Pour Poutine, il serait mieux de renouveler l'entente pour ensuite travailler sur une autre, plus large, qui inclurait la Chine, mais aussi la France et le Royaume-Uni. La raison est assez simple. Dans une situation de guerre totale, la Chine pourrait se ranger avec la Russie. Mais la France et le Royaume-Uni se rangeraient définitivement du côté des Américains. Ce que ça veut dire, c'est que pour maintenir un véritable équilibre, il faut aussi prendre en considération les alliances militaires. Ça, c'est une notion relativement nouvelle, mais qui est absolument compréhensible et même tout à fait appropriée quand on y pense vraiment. En juin 2020, les États-Unis vont donc lancer des négociations avec la Chine pour rejoindre le traité, mais évidemment, le gouvernement chinois ne veut rien savoir. Pour Pékin, il n'y a aucune bonne raison de rejoindre une entente avec les États-Unis et la Russie, puisque l'arsenal nucléaire de la Chine, officiellement, est beaucoup, beaucoup plus petit que celui de Moscou et de Washington. Donc de rejoindre une entente qui limite le développement de cet arsenal-là, ce serait l'équivalent de couler dans le béton l'infériorité numérique de l'arsenal chinois. Ce qui est absolument inacceptable pour un pays qui aspire à devenir la première puissance mondiale. Et là-dessus, l'argument de la Chine est tout à fait raisonnable. Pourquoi est-ce qu'elle aurait droit à moins de puissance nucléaire que les autres? Pourquoi elle n'aurait pas le droit à la dissuasion, elle? Avant de viser la Chine, que la Russie et les États-Unis réduisent leurs propres réserves et viendront ensuite se plaindre. Parce qu'il faut quand même se mettre dans les pieds de la Chine. Pourquoi est-ce qu'elle refuse de rejoindre New START? Après tout, ça lui permettrait d'augmenter considérablement son armement jusqu'au niveau des Américains et des Russes et de le faire en toute légitimité. Pourquoi pas en profiter? Mais quand on y pense, il y a deux options. Soit la Chine veut aller encore plus loin et dépasser les limites de New START, soit elle les a déjà dépassées, ou qu'elle s'en approche et qu'elle préfère garder le secret. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes sur les vrais chiffres de l'arsenal chinois. Donc quand plus tard en 2020, Trump insiste et dit que si la Chine ne rejoint pas le traité New START, les États-Unis vont tout simplement s'en retirer,
la Chine maintient sa position. Mais cette fois-ci, Trump ne peut pas mettre sa menace à exécution, puisqu'il est battu aux élections présidentielles et remplacé par Joe Biden, qui de son côté affirme publiquement que les États-Unis doivent absolument renouveler le traité New START, même si ça doit être fait avec les termes de la Russie. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Le 26 janvier, 6 jours après être entré en fonction, Joe Biden signe avec Poutine une entente pour renouveler tel quel le traité New START pour une durée de 5 ans. Il faut dire que Biden n'a pas complètement abandonné l'idée d'améliorer le traité. Plutôt, il veut s'en servir comme une plateforme pour construire une nouvelle entente. Pour ceux qui le défendent, c'est un peu une manière de s'acheter du temps pour arriver avec un meilleur plan à long terme. Mais pour ses détracteurs, Biden vient de rater une belle occasion de forcer la main à la Russie et à la Chine, qui sont tous les deux très confortables avec le statu quo. C'est surtout vrai pour la Chine, en fait, qui a maintenant 5 longues années devant elle pour améliorer ses capacités nucléaires et grossir son arsenal sans aucune pression diplomatique. Mais la réalité, c'est que la stratégie de Washington semble plutôt avoir évolué vers une posture beaucoup plus agressive. En renouvelant sans précondition le traité New START, implicitement, les États-Unis se trouvent à autoriser la Russie à continuer son travail dans le domaine des missiles hypersoniques. Ce que ça annonce, ce n'est pas un compromis, mais bien l'inverse. Les Américains s'apprêtent eux aussi à se lancer dans la course aux missiles hypersoniques. En reconnaissant le droit de la Russie d'en posséder, Washington se donne carrément le droit d'en développer. Pour contenir l'émergence de la menace militaire chinoise et les nouvelles armes russes, les États-Unis se rendent compte qu'ils peuvent difficilement se condamner à l'immobilisme technologique à travers des traités de non-prolifération. La nouvelle stratégie, c'est d'agrandir l'écart, d'innover et de prendre une longueur d'avance sur la Chine et de rattraper la Russie pendant que c'est encore possible de le faire. Ce à quoi on assiste en ce moment, c'est à une nouvelle course vers l'armement nucléaire entre la Russie et les États-Unis, mais qui cette fois inclut aussi la Chine, qui investit des milliards dans le développement de son arsenal parce qu'elle est consciente que la situation actuelle ne durera pas, que c'est un véritable Far West réglementaire auquel on n'a pas assisté depuis très longtemps. La partie d'échecs est commencée. Et tout indique que les prochaines années vont être le théâtre de toute une série de nouvelles ententes entre la Russie et les États-Unis pour cimenter leur avantage et leur place au sommet de la pyramide géopolitique. C'est paradoxal, mais à un moment où la menace nucléaire est plus présente qu'elle l'a été depuis des décennies, le commun des mortels la considère largement éteinte. Là-dessus, espérons que le réveil ne sera pas trop brutal. Parce qu'il y a un vieux dicton soviétique qui rappelle avec beaucoup de justesse que si on ne s'occupe pas des armes nucléaires, ce sont les armes nucléaires qui s'occupent de nous. Alors voilà, c'est déjà tout pour notre émission de cette semaine. Je vous remercie 1000 fois d'avoir été là et si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à nous donner une mention j'aime ou encore à vous abonner à notre chaîne pour rien manquer des prochains épisodes. Ça nous donne un gros coup de pouce dans l'algorithme et c'est grandement apprécié. J'ai eu énormément de plaisir à travailler sur cet épisode et encore plus, comme d'habitude, à vous le présenter. C'était Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission, ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité.
Pour devenir membre, c'est super simple. Ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement. Merci et à très bientôt.